Radio Peloton. Radio Peloton. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Radio Peloton. On va débriefer du Tour des Flandres, parler de Paris-Roubaix également avec Jean-Marc Guéraille et David Leher. Bonjour messieurs. Bonjour. Spécialiste cyclisme pour l'ADH, faut-il le rappeler, et pour l'avenir également évidemment, et pour la Libre tant qu'on y est, tous les médias du groupe IPM qui ont donc suivi attentivement ce Tour des Flandres, peut-être aussi d'autres courses. Qu'est-ce que vous retenez le plus de la semaine écoulée ? Alors, je vais peut-être faire un petit contre-pied. Je retiens la montée en puissance de Filippo Ganna, donc il n'était pas au Tour des Flandres. Plutôt à travers la Flandre. Oui, choix judicieux. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais de zapper le Tour des Flandres dans l'optique de Paris-Roubaix, et qui, à travers la Flandre, a été monstrueux, puisque c'est lui qui est allé chercher un Wout van Aert excellent dans la dernière ligne droite. Donc, moi, je retiens ça, c'est Filippo Ganna qui ne fait pas de bruit, il ne fait pas parler de lui, il se prépare très bien. On l'avait dit ici la semaine passée, Roubaix lui convient sans doute mieux. Jean-Marc, tu penses que ça peut permettre d'économiser des cartouches aussi, de faire une impasse sur le Tour des Flandres en Alors, moi avec des copains, je fais des pronos depuis plusieurs années, et ça fait 5 ans que je mets Filippo Ganna gagnant de Paris-Roubaix, et ça fait 5 ans évidemment qu'il ne gagne pas Paris-Roubaix, parfois il n'y vient même pas. Donc peut-être que c'est la bonne année. Comme le dit David, ce qu'il a fait c'était mercredi dernier, c'est vraiment du bon Ganna quand on sait qu'il va falloir rouler à fond avec de la puissance sur les pavés. Je dirais qu'on en parlera tout à l'heure, mais il sera là. Maintenant, pour gagner, ça ne va pas dépendre que de lui. Oui. Est-ce que tu retiens sinon de la semaine écoulée ? Alors, je sais qu'on va parler du Tour des Flandres de manière très précise, donc c'est pour ça que j'ai pris un moment de la semaine dernière. C'est le coup de com' de Remco Evenepoel. Alors, comme il a une bonne bouille, comme il est plutôt sympathique, qu'il est souriant, on a presque envie de lui pardonner. Mais moi, je trouve que trop de com' tue la com'. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi ils ont gardé ce mystère pendant des mois. Le dimanche, au Tour de Catalogne, les yeux dans les yeux avec les journalistes, il dit « Mais non, je ne viendrai pas au Tour des Flandres, ne vous y attendez pas ». Alors que la vidéo était en cours de montage pour la lancer le 1er avril. Je trouve ça un peu too much, parce que, et je te laisserai parler après, David, quand dans un milieu où on a déjà tendance à mentir et à ne pas croire les gens, ben quand est-ce qu'on peut de nouveau le croire ? Parce que là, il nous a menti les yeux dans les yeux, même si on a envie de lui pardonner après son Tour des Flandres, mais je trouve ça too much. Oui, il s'en est un peu rendu compte, j'ai l'impression. Il a dit 2-3 fois ensuite, il n'y aura plus de mystère à l'avenir sur mon programme. En fait, c'est pour ça que tous les journalistes, tout de suite après le Tour des Flandres, la première question posée à Remco et aux différents DS, c'était celle-là. C'était même pas lui parler de sa course, c'était dit tu viens de Paris-Roubaix. C'est ce que je dis, trop de com', tu la com'. Voilà, est-ce qu'on peut vraiment te croire maintenant ? Et donc lui, ben oui, il s'est senti obligé de... Alors qu'il savait très bien qu'il venait. Alors il y a d'une part le fait qu'ils veulent garder le secret, bon, ça je peux encore comprendre, mais jusqu'à quand ? À la fin du Tour de Catalogne, comme dit Jean-Marc, il savait très bien qu'il venait, donc là il faut arrêter. Là il faut le dire à ce moment-là, il est à une semaine du Tour des Flandres. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit à la préparation de l'adversaire. Et puis surtout, c'est la manière dont il fait son annonce. Jean-Marc utilisait le mot too much. Oui, c'est too much. 1er avril. On aime beaucoup. 1er avril. Ouais, oui, déjà ça. Et puis on aime. Alors c'est vrai, on aime beaucoup Remco. Moi, je trouve que c'est un coureur très attachant. Mais il aurait pu faire une vidéo plus humble, dans le sens où, on a attendu la dernière minute, c'est un projet qu'on a depuis longtemps, mais on voulait d'abord être sûr que je sors bien du Tour de Catalogne. Ça serait peut-être passé un peu mieux. Ici, c'est vraiment, j'arrive, poussez-vous. Et l'impression que tout ça a été préparé tellement en amont qu'ils se sont peut-être pas rendus compte que la vidéo serait peut-être mal perçue. On se dit, en plus, ils font un gros coup de com', ils se la pètent, mais bon, ça a été tourné plusieurs semaines avant, donc... Ouais. Donc voilà, ils se sont peut-être pas rendus compte. Et puis ils ont quand même aussi demandé à beaucoup de gens de mentir. Tout le staff, les équipiers. On a vu que Gianni Vermeersch faisait déjà des reconnaissances avec lui en décembre sur sa vidéo YouTube. Tout le monde a dû mentir. On imagine que tout le monde n'était pas très content d'être obligé de mentir. Ça a impliqué beaucoup de gens. Je pense qu'ils ont compris qu'il fallait pas le faire tous les ans. Et voilà. Moi, j'ajouterais un mini coup de gueule sur tout à fait autre chose. L'UCI a beaucoup de chance que Damien Touzé soit vivant. Je ne sais pas si vous avez lu l'équipe aujourd'hui.
Damien Touzé a eu une grave chute au Tour de Man. Il s'est retrouvé dans un hôpital qui n'avait absolument pas les moyens de le soigner. Par chance, il y avait une médecin de l'équipe Cofidis qui l'a soigné. On ne va pas spoiler tout l'article de l'équipe. Franchement, je vous invite à aller le lire. Mais c'est un peu scandaleux, je trouve, qu'on organise des courses sans s'assurer que la santé des coureurs soit assurée en cas d'accident. On passe au premier débat. Est-ce que Remco Evenepoel peut un jour gagner le Tour des Flandres ? C'est le débat dans lequel on va évidemment revenir sur la course de ce dimanche. Qui était le dernier coureur à faire podium pour son premier round ? Ce n'est pas si vieux que ça, mais ça date d'avant Covid. Pour son premier round, Colbrelli ? J'allais dire Asgreen. Asgreen en 2019. Oui, bien vu David. Bon, Remco, premier essai, est plutôt convaincant. Il est quand même battu que par les deux gars qui se partagent tous les monuments depuis quelques temps. Alors j'ai le sentiment que le Tour des Flandres, il peut le gagner un jour, même avec cette opposition-là. Il fait une course presque parfaite, mais elle n'est pas tout à fait parfaite. Alors on le voit à un moment donné se mettre à hauteur de Pogačar et de lui montrer « je suis là », comme un excès de confiance. L'humilité n'est pas sa qualité première. Donc il s'emballe, il est là, et les DS lui ont dit après. La première chose que les DS ont dit, c'est ça, il faut pas faire parce que... C'est peut-être sa plus grosse erreur de la course, parce que le placement, qu'on avait redouté, était très bon jusque-là. Pour moi, c'est sa seule erreur, mais il l'a payé cash. Puisqu'il saute directement après. Mais avec l'expérience, on sait que Paterberg ne commence vraiment que dans les gros pourcentages. Non. Et alors, il a commencé un peu trop tôt. Le jour où il a une chance de gagner, c'est le jour où il fera une prépa spécifiquement flandrienne, où il enchaînera les courses flamandes avant. Le 3. Voilà, le 3 à travers la Flandre, etc. Qui fasse, ou Wevelgem, qui fasse une vraie prépa de flandrien. Là, je pense qu'il a des chances de gagner parce que moi, il m'a épaté. Tu parlais de son placement et tout, il a vraiment été bon dans tous les autres aspects. Oui, avec une équipe, on le savait, qui était tout à fait à la hauteur d'un grand leader qu'il est. Alors, est-ce qu'il peut gagner un Tour des Flandres ? Je dirais oui. Je ne pense pas qu'il va en gagner plusieurs, mais je pense qu'il peut en gagner un. Je dirais à la Philippe Gilbert. Je ne sais pas si tout le monde se souvient de la victoire de Philippe Gilbert en 2017. Ouais. Il part de très loin, juste après le Quarmont, un peu tout seul sans vraiment y croire, et puis son équipe bloque derrière, et lui, il fait un solo de 65-70 km. Ça, je pense que Remco est capable de le faire. Après, il y a l'opposition. Tant que le petit Slovène viendra, mais un jour il ne viendra plus, tant que Van der Poel reste à ce niveau, même si, et je l'avais dit ici la semaine dernière, je sens qu'il y a quelques petits pourcentages qui manquent. Cette année, il est battu à Milan-San Remo, il est battu au Tour des Flandres, là où l'année dernière, il me paraissait plus fort. Donc je pense que Remco, effectivement, va devoir passer par la tradition, c'est-à-dire aller se frotter à Grand-Wevelgem quand il pleut, aller à l'E3, voilà, aller au Nisbat, bref, changer son fusil d'épaule pour sa préparation. Ça veut dire pas aller se promener au soleil en Catalogne et autres. S'il fait ça, je pense qu'il peut gagner, mais s'il était au départ avec Pogačar, Van der Poel, je ne jurerais pas que je le mettrais parmi les favoris. Ou parmi le favori, en disant il va gagner. Pour revenir sur Van der Poel, j'entends effectivement assez souvent que depuis le début de la saison, il est un petit cran en dessous. Tout petit, hein, même. Oui, mais moi j'ai toujours l'impression que c'est Pogačar qui est un petit cran plus fort que les autres années. Ouais, Van der Poel était quand même très fort. C'est ce que j'allais dire. Van der Poel bascule quand même le Quarmont à 6 secondes de Pogačar. Puis il faut se souvenir des courses des semaines précédentes où Van der Poel, c'est à l'E3 si je ne me trompe pas, il part tout seul. Il roule plus. Il roule plus que l'autre. Sans oublier le cyclocross. Il roule vent de face, il a fait toute la saison cyclocross. Donc moi je ne pense pas qu'il soit plus faible. Je pense surtout que c'est Pogačar qui est plus fort. À part peut-être pour Van der Poel, on voit quand même que les plus grands chasseurs de classiques sont bons sur tous les terrains. Ouais. J'exclus Van der Poel parce qu'il ne peut pas aller faire podium à Liège-Bastogne-Liège, quoique il en a déjà été pas loin. En Lombardie, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais Remco, il peut s'aligner sur n'importe quel classique et faire podium. Pogačar peut gagner n'importe quel classique. Il n'a pas encore fait Roubaix. Roubaix, c'est pas la même chose que le Tour des Flandres. Non, mais je pense quand même qu'avec son profil, sa puissance,
Oui, ça mais peut, mais il n'a pas encore bien montré. sûr. Mais il devra effectivement faire cette fameuse préparation avec ses pavés bien spécifiques de Roubaix, aller faire des recos à la base, qu'il n'a pas fait cette année. Donc c'est logique qu'il ne tente pas Paris-Roubaix de cette année. Mais je pense qu'à ce moment-là, il sera capable de... Alors, peut-être pas de le gagner, mais en tout cas de jouer un rôle, de tenir un rôle en vue à Paris-Roubaix, et donc effectivement d'être présent sur tous les monuments de l'année. Sa très bonne première sur le Tour des Flandres, en tout cas, doit l'inciter aussi un jour à aller goûter Roubaix, à aller goûter San Remo également. Je pense que lui en a envie et que ça arrivera plus tôt qu'on le pense. Alors, petit bémol. Il a toujours dit qu'il détestait les pavés. Depuis qu'il est tout jeune, il dit « Oh, je déteste les pavés ». Je pense que ce qu'il a fait dimanche le réconcilie en partie avec les pavés. Mais on a quand même vu que dans chaque ascension pavé, quand les deux mettaient les gaz, Remco était un peu beaucoup distancé. Donc ça reste cet écart-là qu'il va devoir franchir. Ceci dit, pour une première, placement impeccable, franchement. Humilité, ça, je ne sais pas s'il va la prendre un jour pour aller montrer qu'on est bien. Et il va devoir gagner de nouveau ce petit pourcentage pour être avec les deux. Pour autant que les deux soient à chaque fois là. C'est justement ce qu'il est en train de... Et ce qu'il a fait, c'est très bien. Franchement, ce qu'il est censé... Impeccable. C'est ce qu'il est, il est censé travailler avec Dan Lorraine, donc son entraîneur qui est un boss chez Red Bull, qui travaille dans le monde du triathlon. Cette explosivité... sur les premiers mètres, etc. C'est ça qu'il est en train de travailler. Il a déjà dit cet hiver. Alors on verra jusqu'où ça le mènera, mais il est censé devenir plus fort dans ce domaine-là au fil des années. Ouais. On en revient quand même au duel pour la victoire. Il y a eu une petite polémique, un petit débat. Est-ce que Van der Poel devait autant collaborer avec Pogačar? Et d'un point de vue tactique, est-ce que ça n'aurait pas été peut-être à l'avantage de Van der Poel à certains moments d'être à 3 plutôt qu'à 2? Moi, j'avoue que j'ai pas compris la tactique de Van der Poel. Alors, on sait très bien que c'est un gars qui il va toujours à fond. Bon, l'exemple où il a amené, pas roulé avec Van Aert pour que Philipsen revienne va démentir ce que je dis. Mais Van der Poel, bon, il se ménage jamais. Il roule toujours à fond. Mais c'est sûr qu'ici, j'ai pas bien compris. Parce que j'étais persuadé, et bon, moi, je suis pas le seul évidemment, que lui, il avait plus de chance. Ils étaient 3, ouais. Jean-Marc a un avis là-dessus? Alors, moi, je comprends. Pourquoi? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, Van der Poel et Remco Evenepoel ne sont pas dans la même équipe. Et qu'il préfère être deuxième que de risquer d'être troisième. Ceci dit, je pense effectivement ça aurait été mieux pour lui que Remco revienne. Mais imagine que Remco s'en aille, et qu'est-ce qui se passe? Il est coincé. Donc il s'est dit, je pense qu'il a misé sur le fait qu'il allait peut-être pouvoir suivre Pogačar dans le Quarmont, ou en tout cas minimiser les frais et le Paterberg pour peut-être arriver à 2. C'est la seule... c'est l'option sur laquelle il a misé. Il a perdu, mais il a au moins il a joué le coup. C'est effectivement la seule option, la seule option que je vois à cette attitude, ce comportement qui, entre parenthèses, est complètement irréprochable. Mais ceci dit, moi, ce qui va... Évidemment, Pogačar est impressionnant. Mais le moment où il voit que Remco est à 15 mètres 2, il jette un petit coup d'œil en disant mais il est là. Et il remet une mine juste pour faire très mal, parce que ça fait mal. On pense qu'on va revenir, on se remet, je me dis je vais me retrouver dans les 3, je vais un peu me calmer, je vais un peu souffler, et tu le fais pas. Ça, tactiquement, de la part de Pogačar, d'abord, ça veut dire qu'il craignait Remco Evenepoel. Ouais, tout à fait. Il craignait réellement Remco Evenepoel, contrairement à ce qu'on peut croire. Et 2, il a joué tactiquement et physiquement, il sait le faire. Mais ça, c'est quand même impressionnant. Alors, remettre juste... C'est la course parfaite de Pogačar. Il y a eu 2 autres explications à l'attitude de Van der Poel. En direct, Philippe Gilbert disait « J'ai l'impression qu'il donne des relais pour ralentir le rythme et souffler un peu, parce que quand c'est Pogačar qui tire, ça va trop vite pour lui. » Et puis il y a Johan Museux, notre consultant, qui dit c'est tout simplement un grand champion. Il roule toujours dans ces situations-là et il ne veut pas se mettre dans la peau du gars qui essaye d'augmenter un tout petit peu son pourcentage de chances de gagner en ne collaborant pas. Bon, voilà, on ne saura jamais peut-être vraiment ce qui s'est passé. Van der Poel lui-même a expliqué qu'il a roulé parce qu'il voulait gagner et que dans son esprit, il allait pouvoir s'accrocher. Ceci dit, c'est le seul qui a suivi Pogačar jusqu'à la dernière ascension du Quarmont, le début de l'ascension. On passe au deuxième débat.
On va parler de Paris-Roubaix, le quiz. Messieurs, la dernière fois que Van der Poel a fait une année complète sans gagner de monument, c'était quelle année ? Sans gagner de monument, 2000... Il y a 3 ans, non ? Non. On est en 26. 2019. C'est plus récent quand Ouais, même. 23, 22 ou 23. 21. 2021. Ah, bah oui, l'année où... Ouais, ok. Euh, 2021. c'est donc ce qui risque d'arriver s'il ne gagne pas Roubaix, parce qu'on le voit plutôt mal gagner, comme on le disait plus tôt, Liège-Bastogne-Liège ou la Lombardie. Roubaix décidera donc de l'éventuel grand chelem de Pogačar, parce que dans le cas inverse de Van der Poel, on le voit mal battu à Liège-Bastogne-Liège ou en Lombardie, quoique il y a un certain Paul Sexas qui gagne 30 watts tous les Et mois. Remco aussi. Hein. Et Remco, mais bon, on sait à quel point quand même Pogačar a dominé ces deux courses-là ces dernières années. Quelles sont vos premières impressions sur ce rapport de force entre les deux grands favoris de Paris-Roubaix ? Est-ce qu'on peut voir un scénario différent du Tour des Flandres ? Moi, je crois pas. Même si, bon, Pogačar n'aura pas toutes ces ascensions pour faire mal à Van der Poel, il m'a l'air tellement fort que Van der Poel va devoir essayer de le suivre. Van der Poel, bon, on connaît très bien Paris-Roubaix comme sa poche, mais Pogačar ne fera plus l'erreur qu'il avait faite l'année passée en prenant un virage un peu trop vite, ou enfin pas convenablement. Il ne volera plus dans le décor, je pense. Et si tout se passe bien, je pense que Pogačar, ça va être compliqué de le lâcher et de le battre. Hein. Ouais, je remarque que l'expérience 2025 va lui servir cette année, probablement. Je reviens avec ce que j'avais dit il y a quelques minutes. Milan-San Remo, 1-0 pour Pogačar. Avec un scénario dingue, on s'en souvient. Tour des Flandres, 2-0 pour Pogačar. Je pense qu'il a mis 2 claques à Van der Poel. Et je pense qu'aujourd'hui, Van der Poel se dit comment je vais faire pour le battre. Exactement. Pour le battre. Donc moi, je pense que, sauf... Il y a un facteur que Pogačar ne peut pas gérer, c'est la chance ou la malchance. Ouais. Tu crèves au mauvais moment, tu fais la petite erreur qu'il a commise l'année dernière, et tu perds Paris-Roubaix. Sinon, en temps normal, il a tellement... Alors, je pense que son obsession... Il avait 2 obsessions. Ouais. Milan-San Remo, c'est fait. Et Paris-Roubaix, c'est son obsession. Il est en mission, là. Exactement. Il a été faire des reconnaissances à tous les secteurs pavés, avec Florian Vermeersch notamment. Donc, sauf catastrophe, sauf scénario improbable, ce qui est parfois le cas à Paris-Roubaix, je ne vois pas qui va aller le battre. Ou alors la grande coalition. J'ai un peu l'impression que c'est la première fois que Van der Poel arrive avec certaines interrogations, certaines questions. Et ça, effectivement... La première fois qu'il a vraiment peur de quelqu'un, je pense. Je pense aussi. Ouais. Il y a un an, avant son premier Roubaix, ici même, on parlait du poids de Pogačar, on disait 66 kilos. Il y a très peu de gens qui ont gagné Roubaix avec un poids aussi faible. J'ai lu un article de nouveau dans l'équipe il y a quelques jours où on parlait du fait qu'il se soit plus musclé, plus gainé. Il a beaucoup travaillé. Il avec son physio. Il est un peu plus lourd que quand il roule. Alors, il parle toujours de 66 kilos, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a plus développé l'aspect puissance. J'allais dire, il a transformé une partie de sa masse graisseuse, mais il n'en a pas beaucoup. Non. Donc, mais il a effectivement gagné en muscles, et donc ça doit pouvoir l'aider et le rendre encore plus puissant, je pense. Ouais, et ça, c'est probablement dans l'idée de monter le Poggio à 40 km/h et de voler sur les pavés aussi. Et ce qu'on avait dit après Paris-Roubaix l'année passée, ici même, et lui-même l'avait dit, c'est que c'était sa mission et qu'il avait peut-être plus encore envie d'aller conquérir ces classiques-là qu'un 5e Tour de France. Mais Machín Fernández, qui est son DS préféré, je dirais, dit qu'il a jamais vu Pogačar aussi fort. Il disait ça après le Tour des Flandres. Il dit, vous vous rendez pas compte à quel point ce type est un perfectionniste. On a toujours l'image du gars qui rigole, qui est cool et tout. C'est les réseaux sociaux. Ouais. Il montre énormément d'images sympas, souriants. Je vais acheter une baguette chez mon boulanger. Mais avant sa course, il est en train de faire son travail de gainage avec ses élastiques et des choses comme ça. C'est l'un des gars qu'on voit le plus souvent avec ça. Il ne laisse rien au hasard, je pense. Ouais. Vous vous souvenez du secteur pavé dans lequel il est tombé l'année passée ? J'ai failli vous la mettre en cuisse, elle est presque impossible. Je viens de le lire, mais j'ai oublié parce que c'est un truc à rallonge. C'est un long nom et c'est pas le secteur pavé le plus connu, c'est Pont-Thibault et Neuvelin. Voilà.
c'est une erreur qu'il va a priori pas refaire. On peut imaginer aussi qu'il a travaillé cet aspect technique sur les pavés. Il sait que ça passe par là, une victoire à Paris-Roubaix. Oui, mais alors, revenons à Van der Poel. Sur le Tour des Flandres, il a été à ça de le suivre quand même. Ici, on efface toutes les côtes et ça n'est que du plat. Van der Poel a un physique taillé pour Paris-Roubaix, puissance-poids. Donc je pense que Van der Poel, s'il parvient à le suivre sur les pavés, pas interdit de penser à un sprint sur le vélodrome. Et là, je suis incapable de dire si Pogačar sait sprinter sur un vélodrome. Van der Poel, on le sait. Ouais. Pogačar, j'en sais rien. Est-ce qu'il a préparé ça? Est-ce que quand on fait des records... Il a fait des photos sur le vélodrome. Hein. Ça, j'ai vu. Découvrant le gars année après année, à mon avis, il a préparé ce sprint. Il est allé le faire avec... Mais je rappelle que quand il a perdu un Tour des Flandres, il s'est fait avoir au sprint. Hein. Ouais. Oui. Alors qu'il pensait sprinter contre Van der Poel, il avait déjà tout calculé. Il a perdu une Amstel Gold Race. Exactement, c'est revenu derrière. Donc, j'ai l'impression que parfois son sprint est assez aléatoire. Donc si les deux sont sprint, je mets quand même une pièce sur Van der Poel. Ben, pour ça, il faut arriver à 2 sur le vélodrome. Et d'un autre côté, il vient de battre Pidcock au sprint aussi, à Milan-San Remo. Et on en revient peut-être à la puissance qu'il a gagnée aussi. Peut-être qu'il sait que pour aller vraiment gagner les quelques courses qu'il n'a pas réussi à gagner l'année passée, il a besoin d'un meilleur sprint. Ce que je vais dire est non, évident. Mais un sprint après Paris-Roubaix, c'est pas un sprint après une étape du Tour de France de 180 km. Ça, c'est évident. D'accord. On est tout à fait d'accord là-dessus. On parle un petit peu de Wout van Aert. Est-ce qu'il arbitre ce duel? Est-ce qu'il est malheureusement un peu loin du compte? On a dit plusieurs fois ces dernières semaines que si on le voyait en gagner une, c'était quand même plutôt Roubaix que les autres. Est-ce qu'on a toujours le même enthousiasme? Oui, parce que... Comment il va gagner? Alors, comment il va gagner? Il va devoir, à mon avis, y arriver seul, ça va être compliqué. Donc, je pense que pour gagner, il faut qu'il arrive au sprint avec Pogačar, Van der Poel, et qui sait, peut-être un Ganna. Ou anticiper. Oui, mais il faut lâcher Pogačar et Van der Poel, ça va être compliqué. Mais s'il y a une classique sur laquelle il peut le faire, c'est celle-là. Parce que il a suffisamment d'expérience sur cette classique-là. On sait à quel point ça joue, plus d'ailleurs que dans d'autres classiques. Et puis Van Aert, l'air de rien, moi, il me donne cette impression de monter en puissance en fait depuis le début de la saison. Même si ici, il a été trop court, hein, on est d'accord. Mais il monte en puissance, il panique pas. Et je lui donne plus de chances de faire un excellent résultat, c'est-à-dire de s'imposer à Roubaix qu'au Tour des Flandres. Et comment est-ce qu'il peut influencer le duel? Est-ce qu'à un moment, il peut peut-être attaquer, anticiper et mettre le poids de la course? Et comment ça va réagir derrière? Est-ce que les deux vont s'entendre? Est-ce que Pogačar prend le poids de la course? Ok, c'est une course où il y a et surtout ces dernières années, où généralement, c'est quand même un favori qui gagne. Hein. Je ne vais pas réécrire l'histoire. Ceci dit, il est déjà arrivé que des grandissimes favoris soient perturbés par une situation de course qui ont permis à des coureurs, parfois de seconde zone, désolé de le dire, d'aller s'imposer. Ouais. À l'époque, des spécialistes comme Cancellara et Bonnen n'ont pas gagné chaque année Paris-Roubaix. Donc, sait-on jamais? Je pense pas, et sait-on jamais. Et de nouveau, pour Van Aert, je pense qu'il doit changer de tactique parce que je pense pas qu'il peut les suivre. Il est bien, mais il est juste pas assez bien pour les suivre eux. Okay. Donc je pense qu'il doit anticiper. Il allait se retrouver dans une échappée au long cours peut-être, qui obligera peut-être les autres à travailler, ou de se dire de toute façon ils vont s'épuiser et puis Van Aert il a du coffre. Alors il y avait ce que tu soulevais tout à l'heure, c'est coalition. Je sais que les grands champions n'aiment pas ça, ils aiment bien courir homme contre homme, mais si on parlait tout à l'heure de Ganna, Van Aert, pourquoi pas Pedersen, Segard, Bissiger, des gens que... Je vous interromps. On va passer au troisième débat et parler de tous les outsiders. Je voulais surtout savoir à quel point Wout pouvait influencer le duel. Mais du coup, on passe au troisième débat maintenant. Le quiz. Avant de relancer et de reprendre là où on s'est arrêté, quel était le coureur de l'échappée le mieux classé au Vélodrome l'année passée? 6e. Jonas Ruch. J'avais complètement exprès. Pas évident à trouver. Complètement oublié, mais chaque année il y en a un. Mais voilà, c'est là où je voulais en venir et amener gentiment le débat. C'est que l'échappée peut aller loin.
Est-ce qu'il y aura Van Aert dans l'échappée matinale? On ne pense pas. Est-ce qu'il peut peut-être la rejoindre avec une anticipation à un certain moment? Est-ce qu'il pourrait avoir peut-être un équipier dans cette échappée matinale pour lui servir de relais? C'est autant de possibilités. Et donc, on en revient à tous les noms que vous étiez en train de citer. Segard, Bissegger qui était très très fort l'année passée. Ouais. Dan Hall qui a l'air très fort et à qui ça va très bien convenir. Ghana qu'on a déjà cité. Les Vermeersch, même s'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais autant Florian qui fait 5e, je pense, l'année passée, que Gianni qui est enfin leader. Parce Et que qui est bien. jusque-là, il était... bien. Il était là. Voilà, il y a vraiment beaucoup de noms qu'on peut voir peut-être pas gratter la victoire, sauf incident vraiment pour les 2 ou 3 favoris. Mais bousculer la course, peut-être s'inviter sur le podium. Dans lequel vous croyez le plus dans tout cela? Ghana, il en a déjà parlé. Je veux dire, je pense que Ghana, c'est un peu à l'image de Van Der Poel. Le rapport poids-puissance est idéal. Maintenant, il l'a jamais fait. Tout le monde dit qu'il peut le faire, mais il l'a encore jamais fait. Un peu comme Torushov, qui n'a finalement jamais gagné Paris-Roubaix, alors qu'il avait toutes les qualités pour le faire. Moi, je ne crois pas en un, je crois plutôt une coalition où il y a 1, 2, 3 outsiders dans une échappée où il y a du monde, où ça se relaie, où ça va jusqu'au petit à petit, il y a écrémage au fil des secteurs pavés. Et puis ça revient pas de l'arrière et tu joues la gagne. Après, tu peux t'appeler Bissegger, Ghana, Van Aert, Segard et gagner un Paris-Roubaix. C'est déjà arrivé. Hein. Parce qu'ici, on a évidemment l'impression que l'histoire est écrite quand on a deux monstres comme ceux-là. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait de temps en temps qui mettent des ratures sur la copie trop parfaite. Oui, on parlait de l'échappée matinale. Il y en a qui ont gagné comme ça. Il y a O'Grady dans ma mémoire et il y a Eyman, évidemment. Ça, c'est les plus récents. On pourrait arriver à un scénario de course où peut-être qu'après à Rambert, cette échappée a toujours du champ, peut-être que des outsiders peuvent la rejoindre, faire le bon, comme dit Jean-Marc, ça peut s'entendre, et à ce moment-là, imaginons qu'un Florian Vermeersch, on lui souhaite pas, et une crevaison, une chute, etc., et que Pogacar sont un peu seuls avec le poids de la course sur les épaules. Est-ce que Van Der Poel sacrifie Philipsen alors qu'ils auront toujours Pogacar dans les pattes? C'est des questions qu'on peut se poser aussi. Tout à fait. Pour revenir à Ghana, l'année passée, qui est, entre guillemets, qui est, je pense, l'année où il aurait pu faire quelque chose d'exceptionnel, il fait l'erreur d'aller au Tour des Flandres, où il termine 8e. Du coup, derrière, il fait 13e à Roubaix, il n'existe pas. Mais j'ai retrouvé ces résultats, et en fait, ce qui est assez particulier, c'est qu'on parle de Ghana comme étant l'un des outsiders, mais il n'a jamais fait mieux que 6e, en fait. L'année passée, il a, je crois, une crevaison sur le tout premier secteur. Mais il n'a jamais fait mieux que 6e, donc ça contredit un peu tout ce qu'on raconte depuis le début. Mais c'est lui qui parle de Roubaix, aussi, depuis tout on sait de toute façon qu'il est très bon là-dessus. On l'a déjà vu aussi, notamment au Giro, sur des chemins, c'est des sentiers, c'est un peu différent des pavés, mais on l'a déjà vu survoler là, en aidant Bernal, etc. Ça avait fait très mal à Evenepoel au Giro 2021. On sait qu'il aime ces courses-là. Ici, il va arriver en se disant, moi, j'ai pas fait le Tour des Flandres, je suis frais. C'est ma course de l'année, donc il va essayer quelque chose. Alors évidemment, tu parles de malchance, faut qu'il en ait pas. Ça c'est certain, mais le scénario pour moi idéal et rêvé, ce serait celui que Jean-Marc disait, avec on a une coalition entre plusieurs champions, quitte à se sacrifier, parce que... Après, si tu fais une coalition, tu te retrouves à 4 leaders de, je dirais, outsiders, ça devient de l'homme contre homme à la fin, de toute façon. Sauf que t'as pas les deux dans les pattes, donc tu as quand même une vraie chance de l'emporter. Si tu es avec les deux, normalement, tu peux espérer être 3. On en revient brièvement à Wout van Aert, mais il n'est pas seul dans son équipe. On a vu un Hagenès peut-être le plus fort jusque-là sur les pavés plats de ce qu'on a vu, notamment à Denain. Même s'il s'est fait avoir tactiquement par Segard, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts ici. Est-ce que ça peut être aussi un coup à tenter pour la Visma d'envoyer des gars devant, laisser vraiment tout le poids de la course à Alpecin Je pense qu'eux prendront, mais eux n'ont pas intérêt à prendre le poids de la course. Laporte a d'ailleurs tenté d'anticiper assez tôt. C'était le premier gros outsider au Tour des Flandres à attaquer avant même le Molenberg et la sélection qu'on a vue. Il a retenté encore après. C'est aussi une course qui lui plaît. Je dirais que le côté positif pour Van Aert, c'est qu'il n'a pas de pression du tout. Au Tour des Flandres toujours, puisque ça reste... l'icône du coin, on l'a encore vu, avec des scènes absolument extraordinaires, avec les supporters qui crient à son passage. Mais Van Aert, ici, il a pas de pression. Et donc, effectivement, son équipe, je pense, peut avoir la liberté de tenter quelque chose.
Mats Pedersen, Jean-Marc, est-ce qu'on y croit? C'est peut-être aussi celle qui lui convient le mieux. Est-ce qu'il est à 100%? C'est la grande question. Alors déjà, ce qu'il fait est remarquable. Oui, tout à fait. Ce qu'il fait est remarquable. Il a fait un très bon Milan-San Remo, il a fait un bon, voire très bon Tour des Flandres. Il lui manque les pourcentages qu'il a perdus quand il s'est cassé la figure. Ouais. Et lui, c'est ce qui lui manque, parce que sinon, effectivement... Alors, à Roubaix, de nouveau, le scénario, c'est où on a les deux, et là, il ne jouera pas avec, ou un jour où ça peut sourire. Mais il est évident que lui aussi, il a tout ce qu'il faut pour un jour gagner Paris-Roubaix. C'est Tous clair. les coureurs dont on vient de parler, ils ont tous... Mais je reviens à Toruchoft. Chaque année était cité parmi les outsiders. Il n'a jamais gagné Paris-Roubaix. Ouais. Même quand il avait des équipes qui étaient à sa dévotion. Ouais. Bon, la transition est faite avec un sprinter très bon sur les pavés. C'est Jasper Philipsen qui a quand même fait 2 fois deuxième ici. On a vu Van Der Poel se servir de l'excuse Philipsen pour exceptionnellement ne pas collaborer. C'était avec Van Aert à Gand-Wevelgem. Est-ce que ça peut être l'excuse rêvée ce dimanche si Philipsen est derrière un duo Pogacar-Van Der Poel? Ah bah oui, évidemment, pour Van Der Poel, ça peut. Ils ont déjà essayé de jouer comme ça l'année passée. Ouais. On n'invente rien ici. Non, bien sûr. Philipsen avait craqué un peu plus tôt que les 2 années précédentes. Mais non, je ne sais pas si Philipsen est aussi bien qu'il y a 2 ans. J'ai quand même certains doutes par rapport à ça. Oui, moi aussi, pour une épreuve de ce niveau-là. Ce qu'il a gagné pour l'instant, c'est quand même pas, ce sont pas des monuments. Il a gagné, ce qui est très bien pour un sprinter, mais dans une épreuve comme Paris-Roubaix, il faut être à 100%. Et puis Pas il gagne à dans un 90. contexte particulier. Hein, on en a déjà parlé assez, mais où Van Der Poel, entre guillemets, freine devant pour le laisser revenir. Donc Philipsen, moi, je n'y crois pas trop. Mais effectivement, Van Der Poel peut se dire qu'il a cette carte-là. Je pense de toute façon que Philipsen et Van Der Poel se respectent assez, se connaissent assez pour avoir un discours clair. Et Philipsen lui dira je suis bien, je suis pas bien, et voilà. Côté belge, peut-être encore des noms à citer. Je peux vous lancer sur un, c'est Arnaud Delis quand même. On ne sait pas encore s'il sera là. Alors Arnaud Delis, moi j'aimerais vraiment bien, mais il n'y a rien à faire, j'ai l'impression de me répéter chaque année. Les débuts de saison sont compliqués, ici il est malade. Il fait un meilleur printemps que l'année dernière. Mais bon. Non mais ça évidemment, c'est pas compliqué. mais c'est pour être un peu positif. Voilà, c'est ça. Mais ici, moi j'aimerais bien voir Arnaud Delis déjà très bien. Échappé du matin, je l'ai dit ici la semaine dernière. Va dans l'échappée du matin et tu vois jusqu'où ça va. C'est-à-dire, elle devient dure à prendre l'échappée du matin à Roubaix parce que tout le monde sait que c'est un bon moyen. Comment il a une chance de gagner autre que de se retrouver dans une échappée du matin. Je rappelle que le premier Paris-Roubaix de Tom Bonnen, il est dans l'échappée du matin, il finit 3e. Ouais. Si tu t'appelles Arnaud Delis, tu es dans l'échappée du matin, tu termines 3e, je pense que... Ma seule interrogation, c'est dans quel état physique sera-t-il après avoir été malade. En dehors des interrogations sur le physique, est-ce que c'est pas quand même le monument qui lui convient le mieux? Si, je pense, oui. Donc, dans tous les cas, mais effectivement, il a l'occasion d'aller apprendre aussi en vue des éditions suivantes. Ouais, il n'était pas là l'année passée, par exemple, donc c'est quand même déjà bien d'être là. Les années suivantes, ça va dépendre dans quelle équipe il est. Parce que je pense qu'il devra être meilleur dans une équipe plus forte. Autre chose à ajouter, on sait a priori qu'il sera probablement dans une équipe plus forte. En tout cas, on a vu des noms passer. Ça veut dire qu'il sera mieux entouré, que sa préparation sera différente. Enfin, en général, quand on change d'équipe, quand on sort de l'auto où on est la vedette, hein, on est à peu près la seule vedette, on progresse. Je prends le cas d'un Tim Wellens, qui était un leader chez Lotto. Mais qu'est-ce qu'il va faire chez Pogacar? Il est 2 fois plus fort. Il est de mieux en mieux. Ça veut dire quand même que l'entourage, la préparation lui convient mieux que ce qu'il y avait chez Lotto. C'est un constat. J'aimerais bien voir Delis effectivement se lancer dans une échappée matinale et voir ce que ça donne. Prendre des risques. T'es jeune. Et personne ne lui en voudra. Non. Oui. Et il est là pour apprendre. Et effectivement, je pense que son heure pourra venir sur ce classique. Hein. Vous aviez d'autres noms en tête? Je crois qu'on a à peu près cité tout le monde. J'aimerais bien voir Segard. Oui. Segard, oui. Voilà, moi j'aimerais bien voir Segard parce que une grosse impression depuis le début de la saison. On connaît ses qualités de rouleur, donc j'aimerais vraiment bien le voir. On parlait de changement d'équipe, mais lui, depuis qu'il a changé d'équipe, il a pris une autre dimension, Segard. Il y a
Un dernier nom que je voudrais citer, même si on l'a déjà fait vite, rapidement, Florian Vermeersch, on l'a vu à un moment donné dans le Tour des Flandres, essayer d'anticiper, mettre un peu la pression sur les autres. S'il arrive à faire ça dimanche, il a peut-être un fabuleux coup à jouer, parce que derrière, Pogačar sera content de jouer la carte de Florian Vermeersch. C'est peut-être exagéré, parce qu'on parle d'une course qu'il n'a pas encore, gagnée. Je crois pas. Je crois que s'il y a bien une course où Pogačar voudra jouer sa carte, c'est celle-ci. Je pense qu'il n'y aura pas. Je pense, comme le dit David, je pense pas qu'il y aura une carte pour quelqu'un d'autre. Non, je crois pas. Je comprends très bien. Imaginons la sortie de la trouée d'Arambert, c'est toujours un peu chaotique. C'est le moment où on fait le point. C'est là où il y a des lieutenants qui partent. Florian Vermeersch suit un coup. Le doute peut s'installer. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on joue le coup? Oui, ça c'est sûr. Ce sera pas Pogačar le premier à rouler. Non, ça c'est certain. Mais je pense que Pogačar va surtout essayer de gagner ce monument qui lui manque. Quoi. On peut donc s'attendre. Et peut-être ne plus y revenir. Oui. Comme Milan-San Remo. C'est ce qu'il a dit à Milan-San Remo. Donc, je sais pas si, à mon avis, il préfère quand même Paris-Roubaix à San Remo. Il y a un aspect de la course dont on n'a pas encore parlé, c'est la météo. Qu'est-ce qu'on annonce? Qu'est-ce qu'on annonce? C'est toujours compliqué. Parce que c'est dimanche, mais quelques gouttes sont possibles. Et ça, Tour des Flandres, c'était indécis. Il y a quand même eu 2-3 draches, comme on dit en Belgique. Quand il y a une drache sur Paris-Roubaix, c'est pas tout à fait la même chose. Tout à fait. Ça ne sèche pas aussi vite. Alors, on annonce quand même pas mal de vent, mais les prévisions changent selon la direction. Est-ce qu'il sera de phase de dos favorable ou pas? Pogačar espère sans doute qu'il sera favorable, parce que ça l'aiderait plus facilement à durcir la course. La pluie pourrait être là, mais on parle de quelques gouttes. Maintenant, ça peut changer. C'est les aussi. pavés. Et c'est les pavés. Les pavés qui sont jamais utilisés. La plupart ne sont pas utilisés en temps normal. Donc c'est quand même des sales pavés. Entre guillemets, les pavés du Tour des Flandres sont plus beaux. Et on se souvient de ce qu'a donné la dernière édition sous la pluie avec la victoire de Colbrelli. Exactement. Et c'est la dernière fois où on a vraiment eu des surprises, en tout cas sur le podium, même si Van der Poel y était. Votre podium, justement, on passe au pronostic. Ça sent pas l'originalité. On va jouer la surprise. Non. Avec tout ce qu'on a dit, je vais Van Aert, Van der Poel, Pogačar. Jean-Marc. Alors moi, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de différence par rapport au Tour des Flandres. Je retire Remco qui n'y est pas, et donc je fais avancer celui qui est 4e d'une place. Donc Pogačar, Van der Poel, Van Aert. Ok. Ça sent pas la surprise. Pour être un tout petit peu original, je veux dire Van der Poel, Pogačar, et un nom qui sort un peu du lot, c'est Hagenès. Voilà, qui peut-être à certains moments profiter du jeu d'équipe. Peut-être que lundi prochain, on est ici en se disant c'est Jean-Pierre qui a gagné, alors qu'on l'avait pas. Enfin, comme Matthew Weyman, comme Johan van Sumeren, comme Stuart O'Grady, comme Magnus Bäckstedt, voilà. Et on l'aura peut-être même pas cité. Et on sera content aussi de revoir une surprise dans un monument. Ça fait longtemps, même si évidemment on souhaite à Pogačar d'aller au bout de sa quête, mais bon, voilà, une surprise de temps en temps, ça fait du bien. Mais s'il ne gagne pas cette année, il reviendra l'année prochaine. Ouais, mais c'est ça aussi qui est beau, c'est que quand c'est pas si facile. Il a un petit peu galéré à San Remo et il peut encore un peu galérer à Paris-Roubaix. On se retrouve lundi prochain pour débriefer de tout ça. À bientôt. Radio Peloton.